Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bilan parce que, comme je vous le disais pour la vidéo de mardi, fin mai se sont conclus un certain nombre de challenges auxquels je participais, le Shiny Spring Challenge pour lequel je vous ai fait un bilan mardi et le mois de la fantaisie dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo relativement concise, mais je dis ça à chaque fois et ça ne marche pas toujours extrêmement bien, mais là il y a un certain nombre de titres dont j'ai déjà parlé ou dont je vais parler en dernière lecture dans le bilan du Shiny Spring Challenge également. Je veux pas non plus que ce soit hyper redondant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, mais voilà, je me disais que ça pouvait quand même peut-être vous donner envie de lire certains livres en les plaçant dans certaines catégories, en les bougeant un petit peu comme ça, parce que ça les met en lumière d'une autre façon, je trouve. Et d'autre part, quand je fais une pile à lire, mon côté un petit peu psychorigide aime bien en faire le bilan, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'ai respecté, ce que je n'ai pas respecté, ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu, etc. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé au mois de la fantaisie également et si vous avez fait du contenu à ce propos. J'en suis toujours très friande, ça me permet en général de faire de super découvertes et du coup, vous l'aurez compris, j'ai un certain livre, beaucoup moins que mardi, mais quand même à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour le mois de la fantaisie, qui, je le rappelle, est un challenge organisé depuis quelques années maintenant par Steph de Picty Bookin et qui a lieu du 1er au 31 mai. Steph avait pour cette session ouvert un restaurant éphémère, le Fantasia, et nous proposait de piocher dans le menu de ce restaurant pour concocter notre pile à lire et lire des livres associés tout au cours du mois. Donc c'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce contexte et cette ambiance qui était très chouette. Et du coup, très logiquement, on va commencer ce menu par les entrées. Et la première entrée qui était Petite douceur surprise du chef, où il s'agissait de lire une saga chouchou ou un livre court, et pour laquelle j'ai choisi un des deux livres que j'avais prévu dans ma pile à lire et qui est à la fois une saga chouchou et un livre court, dans le sens où il s'est lu très vite. Et c'est donc le troisième tome de la trilogie de Hurle, La maison au mille détours de Diana Wynne Jones aux éditions Innis. Je vous en ai déjà parlé dans le bilan du Shiny Spring Challenge, mais pas encore en dernière lecture. Ça ne saurait tarder, probablement pour la semaine prochaine. Donc je vais pas m'étendre 372 ans dessus. Toujours est-il que c'est une saga de fantasy jeunesse que j'affectionne particulièrement. Si le nom vous dit quelque chose, le premier tome, Le château de Hurle, est littéralement le tome qui a inspiré Le château ambulant de Miyazaki. Donc en termes d'univers fantasy jeunesse, ça se pose là. C'est un univers, comme je le disais, que j'affectionne particulièrement, avec des personnages que je trouve très attachants et un côté un petit peu joueur dans la magie et dans le fonctionnement du monde que j'apprécie beaucoup et qui je trouve est hyper chouette en jeunesse. Donc globalement c'était une réussite. J'avais un petit peu moins apprécié le deuxième tome de cette trilogie, mais celui-ci a largement relevé le niveau de la saga et est quasiment à mon sens au même point que le premier tome. Donc c'était un plaisir de le lire, je l'ai lu très vite, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je continuerai à découvrir les autres romans de l'autrice tranquillement parce que j'affectionne particulièrement sa plume, son univers et sa façon de raconter les histoires. Ensuite, pour la deuxième entrée, Les insectes sont nos amis, les mots-clés étaient animaux, peur, défi. J'avais remis Lovecraft en me disant que je pouvais continuer sur ma très chouette lancée d'avril, mais ça n'a pas aussi bien fonctionné que prévu, j'ai pas eu le temps de me repencher sur une nouvelle. Cela étant, j'ai quand même lu Bruxelles de Léonore de Villepoix aux éditions Hachette, qui était le deuxième de ma palle et où on va suivre, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, un groupe d'oiseaux, donc dans une low fantasy animalière qui se passe à Bruxelles et où le Parlement des oiseaux est sur le qui-vive devant l'affaire des disparitions d'eux et va monter une équipe pour mener l'enquête et savoir de quoi il retourne. C'était très chouette. C'est encore un livre jeunesse mais qui je trouve fonctionne également très bien, avec beaucoup d'humour, avec une plume très particulière, avec un univers qui fait plaisir à découvrir, plein de petites anecdotes et de choses qui augmentent le récit en tant que tel. Donc c'était très chouette et des beaux messages sur l'immigration, sur la tolérance, sur l'accueil, sur la culture, enfin toutes ces choses là que j'ai beaucoup apprécié et que je ne peux du coup que vous recommander. Ensuite, et il fait beaucoup trop chaud, pour Tartine de Lambasse, les mots-clés étaient elfes, fae, créatures fantastiques, et pour le coup je n'ai lu aucun des livres que j'avais mis dans ma pile à lire. Cela étant dit, en mai j'ai écouté pour la première fois le Silmarillion de J.R.R. Tolkien et je trouve que pour Tartine de Lambasse,
pareil, ça se pose là en termes de concordance à la consigne. J'ai écouté Le Seigneur des Anneaux il y a 2-3 ans maintenant, je ne sais plus exactement, le Hobbit encore un petit peu avant, et je n'avais encore jamais découvert le Silmarillion, donc c'est désormais chose faite. Pareil, je ne vous en ai pas encore reparlé en dernière lecture, et c'est un livre sur lequel il faut un petit peu s'attarder, mais globalement j'ai beaucoup apprécié mon écoute. C'est toujours un petit peu moins intimidant pour moi de découvrir Tolkien en audio que sur papier, et puis je trouve que sa plume et la poésie qu'elle renferme se prête vraiment très bien au livre audio, même si parfois j'aurais aimé avoir le support papier en plus pour pouvoir réassocier certains noms, parce que c'est assez foisonnant globalement à ce niveau-là. Le Silmarillion, c'est une espèce de recueil de légendes et de moments historiques finalement de la Terre du Milieu, avec vraiment toute la cosmologie, et il y a certaines histoires que j'ai beaucoup appréciées, notamment sur un peu l'origine du monde finalement, mais d'autres qui m'ont un petit peu moins embarqué, peut-être parce qu'encore une fois il y avait un petit peu trop de noms de personnages pour tout bien cadrer, les tenants et les aboutissants, et que parfois j'étais un petit peu perdue. Je pense que ça mériterait peut-être que je relise certains passages vraiment visuellement pour bien m'en imprégner, mais cela étant dit, c'était une très chouette découverte, et j'ai beaucoup apprécié en apprendre plus sur cet univers que je trouve toujours hyper impressionnant. Pour la dernière entrée, Salade César, il était question de mythologie ou de high fantasy, et là je n'ai absolument pas du tout respecté ma pile à lire, puisque je n'ai lu aucun des 2 livres que j'avais prévus. Cela étant dit, avec Lucie, on a fini Le Silence des Vaincus en mai, donc de Pat Barker aux éditions Charleston, qui est une réécriture de La Guerre de Troie. Donc pareil, en termes de mythologie, c'est plutôt pas mal. Je vous en ai longuement parlé déjà, mais ça a été une très chouette lecture, avec un point de vue que je trouve on ne voit pas beaucoup, et probablement pas assez, celui des femmes enlevées par les Grecs pendant la guerre de Troie, gardées comme esclaves, très peu considérées finalement, complètement objectifiées. Pas une lecture facile, je l'ai dit et je le répète, mais néanmoins très intéressante. Je lirai le 2e tome où on suit toujours le personnage de Briseis après finalement toutes ses aventures avec Achille, et une histoire que l'on connaît encore moins, j'ai l'impression, parce que autant Briseis et son rapport avec Achille et l'influence qu'elle a pu avoir au niveau de la guerre de Troie, on connaît un petit peu. Ce qui se passe après l'épisode d'Achille, personnellement, je n'en ai pas grande idée en ce qui concerne ce personnage en tout cas. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. On le lira très probablement toujours avec Lucie. Pas tout de suite, mais ça va venir. Ensuite, on va passer au plat de résistance. Et pour le premier, spécialité du monde, Piketty proposait de lire un livre où il est question de voyage, d'Afrique ou d'Asie. Là encore, je n'ai pas du tout respecté ma pile à lire, mais j'ai lu un petit volume dont je vous ai déjà un petit peu parlé également, qui à mon sens rentre très bien dans la catégorie voyage, et c'est Retour au pays de Robin Hobb, qui est donc le prélude à l'Assassin Royal et aux Aventuriers de la Mer chez J'ai lu. Je vous l'ai présenté en dernière lecture et ça a été une très chouette découverte. Pour moi, un excellent ajout à l'univers des Six Duchés étendus et des Aventuriers de la Mer, puisqu'on va finalement voir un petit peu les prémices de l'installation des marchands du désert des pluies dans le désert des pluies. Donc il y a tout ce voyage dans le désert des pluies, et puis cette installation et ces questionnements par rapport à la Terre qui est pas très hospitalière globalement. On va suivre en plus un personnage au travers de son journal qui résonne un petit peu comme un carnet de voyage aussi à certains moments, et qui du coup fonctionne très bien dans le contexte et permet de vraiment bien voir l'évolution de ce personnage que j'ai beaucoup apprécié, et qui est globalement à mon sens un des grands points forts de l'autrice, notamment d'ailleurs dans Les Aventuriers de la Mer. Donc c'était une excellente lecture, comme pour l'instant tous les livres de Robin Hobb que j'ai eu le plaisir de découvrir. Je vous le recommande chaudement. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu des tomes en particulier de l'univers des Six Duchés pour s'y plonger. Donc si ça peut pour vous être le moyen de sauter un petit peu le pas et de tâter un petit peu de la plume de l'autrice, c'est toujours pas mal. Cela étant dit, c'est pas tout à fait écrit comme ses autres récits, puisque là c'est vraiment sous forme de journal intime, mais ça reste, je pense, un très bon exemple de ce qu'elle est capable de faire. Ensuite, pour le second plat, sous l'océan, poisson frais garanti, il était question de sirène, pirate ou bateau, et pour le coup, j'ai à peu près respecté ma pile à lire, puisque j'ai lu un des 2 livres que j'avais sélectionnés, sans grande surprise d'ailleurs, puisque c'était l'Explora livre du mois
de mai. Mort-Rejet, le deuxième tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain, qu'on a encore lu en lecture commune avec Lucie a lu d'ailleurs, et globalement dans le cadre de l'Explore à Livre avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. Alors, autant il y a un énorme bateau sur la couverture, donc je pense que ça compte très bien dans cette catégorie, autant les bateaux en tant que tels ne sont pas au cœur de l'intrigue de ce second tome. On en parle un petit peu, il y a quelques rebondissements, quelques twists qui les font intervenir, mais c'est pas le cœur du récit, bien au contraire. Sans vous spoiler ce second tome, et pour résumer plutôt le premier, on va suivre le personnage d'Amalia, qui est la fille de riches marchands, encore une fois, de la ville de Dehaven, qui est le pendant du nord de sa cousine du sud, Gemini, que l'on suit dans Capitale du Sud, puisque ces deux trilogies sont reliées dans l'univers de la Tour de Garde, et qui a été élevée dans sa famille dans l'objectif d'être une citadine de demain, d'avoir une éducation assez complète dans un certain nombre de domaines qui servent plutôt à l'entreprise familiale, mais où les arts et l'imaginaire sont globalement assez absents. Elle est accompagnée dans son éducation et globalement dans sa vie par Irion, qui est le fils d'une autre des grandes familles de cette capitale, et par Jonas, qui lui est un petit peu la pièce rapportée. Il est le fils de l'éclusier, et il apporte un autre regard sur le monde du fait de son origine plus modeste. Et dans le premier tome, on voyait ces trois-là commencer à évoluer au-delà de l'éducation qu'on leur avait fournie, et en rajoutant une petite pointe de surnaturel dans leur vie, ce qui ne se passait pas toujours extrêmement bien, et on les retrouve du coup à la suite de la fin du premier tome, qui était assez explosive, mais comme pouvait l'être la fin du premier tome de Capitale du Sud. Et globalement j'ai beaucoup apprécié ce tome là. Pareil, je vous en reparle très prochainement, et plus précisément en dernière lecture, donc je vais pas trop m'étaler. Il est très différent du premier à plein de niveaux, et notamment au niveau du rythme, mais j'ai vraiment apprécié l'évolution des personnages et des intrigues. Il y a un certain nombre de choses qui sont lancées, qui ne sont pas forcément à rattraper si on veut, mais ça laisse présager, je l'espère en tout cas, de très chouettes choses pour la suite. La fin de ce tome là donne extrêmement envie de se plonger dans le troisième tome de Capitale du Sud, qui de toute façon est l'Explore à Livre du mois de juin, donc j'ai envie de vous dire, je n'ai pas trop le choix, je vais continuer de toute façon assidûment cette saga que j'apprécie particulièrement, et je vous en redonnerai des nouvelles très bientôt. Ensuite, pour le plat, il était une fois la gastronomie. Il était question de réécriture de contes, princesse ou cuisine, et là j'ai un petit peu filouté, mais il me semble que j'avais filouté dans ma palle, donc finalement je n'ai fait que la respecter. J'ai lu, toujours en lecture commune avec Lucie, Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui est une réécriture, mais une réécriture de la légende arthurienne plutôt que d'un conte à proprement parler. On va suivre le personnage de Morgane, qui est plus ou moins une princesse, mais plutôt même une reine dans ce récit, puisque c'est elle qui sort l'épée du rocher et devient donc la souveraine légitime du royaume de l'ogre. Encore une fois, je ne vous en ai pas encore parlé en dernière lecture, mais ça ne saurait tarder, donc je ne vais pas épiloguer. J'ai absolument adoré cette réécriture qui est extrêmement moderne, qui est extrêmement bien écrite, qui fait plaisir à lire à plein de niveaux, et avec des personnages, et notamment des personnages féminins que j'ai absolument adoré. Le personnage d'Arthur également est très intéressant. Les points de vue sur la religion, sur l'amour, sur le couple, sur la souveraineté étaient aussi très chouettes. Donc dans l'ensemble, c'est une très grande réussite pour ce livre. Je vous le recommande bien évidemment extrêmement chaudement, et j'ai très hâte de vous en reparler un petit peu plus précisément, parce que j'ai pas mal de choses à en dire. Pour le dernier plat, l'assiette Gargantua, il était question de lire une suite de sagas. Je n'ai absolument pas respecté ma pile à lire, mais j'ai quand même lu un certain nombre de suites de sagas en ce mois de mai, et notamment une des suites que j'attendais avec le plus d'impatience, je pense, le deuxième tome d'Archives des collines chantantes, Quand la tigresse descendue de la montagne de Niveau aux éditions La Talente, que j'ai dans le très joli hardback dont je ne me lasse pas, que je trouve absolument magnifique. On va suivre le personnage de Chi, qui est un adelphe des collines chantantes, et qui en tant que tel récolte des histoires, légendes et autres contes qui croisent sa route pour les perpétrer du coup dans ses archives. Dans le premier tome, on le suivait alors qu'il découvrait l'histoire de l'impératrice du sel et de la fortune, et dans ce deuxième volume qui est assez indépendant globalement, je pense que les histoires peuvent être lues sans forcément de continuité,
On le suit alors qu'il se lance dans un périple montagnard à dos de mammouths qui était absolument formidable et qu'il va croiser la route de tigresses qui ne sont pas forcément extrêmement contentes de le trouver sur son territoire. C'était absolument formidable. Je ne sais pas vous dire lequel j'ai préféré des deux volumes parce qu'ils sont très différents, que ce soit en termes de narration, en termes de construction, en termes de rythme, mais c'était extrêmement chouette. Je vous en reparle encore une fois très prochainement en dernière lecture où je m'étendrai un petit peu plus, mais globalement je vous recommande bien évidemment cette saga. Et on va finir bien évidemment par les desserts et on va dire que j'ai mangé un petit peu plus léger sur le sucré puisque je n'ai pas validé toutes les sous-catégories de ces fameux desserts, mais j'en ai quand même validé 2 sur les 4, donc je trouve que c'est pas si mal en soi. Et le premier que j'ai validé du coup c'est Ice Cream, où les mots-clés étaient Dark Fantasy, enquête et mystère. Je n'ai lu encore une fois aucun des livres de ma pile à lire, mais j'ai lu avec grand plaisir L'hypothèse du lézard de Alan Moore et Cindy Canevet aux éditions ActuSF Graphique. Je ne sais pas si grand plaisir est le bon terme étant donné que à mon sens c'est de la dark fantasy pas très sympathique à plein de niveaux, avec des personnages et des choses qui se passent pas toujours très chouettes. Pour celui-ci, je vous en ai déjà parlé pas mal en dernière lecture et vraiment c'est une découverte très intéressante, absolument magnifique de par les illustrations qui jalonnent l'ouvrage et qui en font vraiment un objet livre assez incroyable, et de par l'écriture et l'ambiance et l'univers qui sont très bien réussis, très enveloppants et que j'ai adoré découvrir. Encore une fois, l'histoire en elle-même est pas joyeuse et bourrée de trigger warning. Je vous renvoie à la vidéo où j'en parle un petit peu plus si vous voulez davantage de précision. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais également. Toujours est-il que c'est pas une histoire à mettre entre toutes les mains, mais si vous vous sentez, c'était vraiment absolument passionnant. Et je continuerai de toute façon à suivre la collection ActuSF Graphique, mais également les autoristes de cet ouvrage parce que j'ai adoré cette découverte. Pour Spicy Cake, il était question de lire un livre avec de l'amour, de la trahison, des complots ou de l'urban fantasy, et cela va peut-être vous étonner, mais c'est une des catégories où je n'ai rien lu ce mois-ci. Ça arrive, je suis relativement friande d'urban fantasy, mais c'était pas trop possible ce mois-là, donc tant pis. Ce sera probablement le cas en juin ou plus tard parce que j'en ai un certain nombre qui m'attendent sagement dans ma pile à lire et qui attendront juste un tout petit peu plus longtemps. Et enfin, on va passer au dernier dessert, à la dernière catégorie pour laquelle j'ai lu un livre, puisque je n'ai rien lu pour Café Gourmand, où c'était à nous de choisir globalement. Je pourrais probablement vous sortir quelque chose de mes lectures de mai qui soit de la fantasy et dont je ne vous ai pas encore parlé, mais bon, c'est pas forcément le plus pertinent étant donné que pour le coup j'avais mis des livres dans ma palle et que j'avais choisi et que je n'ai pas lu, donc ça rentrait vraiment pas forcément dans ce challenge. Mais bref, toujours est-il que pour Le Glouton, il s'agissait de lire un pavé ou un roman à dévorer, et encore une fois, je n'ai pas du tout respecté ma pile à lire, mais celui-là, je pense qu'il rentre dans les deux consignes. J'ai lu encore en lecture commune avec Lucie Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson aux éditions du Livre de Poche. On a vraiment fait beaucoup de lectures communes en mai, Lucie. On a eu un rythme assez effréné. Toujours est-il que c'est le deuxième projet secret de l'auteur, donc les livres qu'il a financés sur Kickstarter et qu'il a écrit pendant le confinement du Covid, qui sortent un petit peu de sa zone de confort et de globalement ce que j'ai pu lire de lui pour l'instant. On avait absolument adoré Tresse de la mer émeraude qui est paru du coup tout début d'année, et on s'est jeté sur celui-là à la sortie. C'était une très chouette lecture. Je l'ai un petit peu moins apprécié que Tresse, mais d'un point de vue purement affectif sur les personnages et l'histoire et ce que j'apprécie globalement. Cela étant dit, c'est un très chouette récit, plein d'humour, avec des messages intéressants, avec des héros qui changent de l'ordinaire, avec un univers qui est très différent de ce qu'on peut trouver en fantasy et en science-fiction globalement, parce que c'est un petit peu à mi-chemin entre ces deux genres. On va globalement se retrouver dans un univers où les dimensions parallèles ont été découvertes et maîtrisées et où on a capitalisé dessus, puisqu'il est tout à fait possible de se procurer sa propre dimension parallèle et d'en devenir le sorcier, puisque nous autres créatures modernes avons des connaissances de médecine et de technologie bien plus avancées que le commun des mortels à l'époque médiévale. Donc on est beaucoup plus impressionnant qu'eux, et en débarquant dans ce type de dimension médiévale, on peut en devenir le grand Manitou, le magicien, le dieu ou que sais-je. On retrouve au début de ce récit un personnage qui
ne sait pas où il est, ne sait pas comment il est arrivé là et ne sait pas du tout qui il est non plus. Et ça va être du coup une quête identitaire ponctuée de péripéties diverses et variées et globalement d'un certain nombre d'actions et de rebondissements qui rendent la lecture très très dynamique et globalement très très agréable. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé en dernière lecture, mais j'ai passé un très très bon moment dans cette histoire. Je continuerai de toute façon à découvrir les projets secrets de l'auteur, puisqu'il en reste 2, et à lire Brandon Sanderson d'une manière générale, parce que je ne suis globalement jamais déçue par cet auteur. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan du mois de la fantasy. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles découvertes en fantasy. Dites-moi également si vous trouvez que c'est redondant par rapport aux précédentes et suivantes vidéos. J'ai essayé de faire en sorte que ça le soit le moins possible, mais dites-moi ce que vous en pensez. J'en profite pour remercier également Steph de Piketty pour l'organisation de ce challenge qui est toujours très cool. Je participe quasiment tous les ans, je pense, avec beaucoup de plaisir et cette année n'a pas fait exception, donc merci encore si jamais tu passes par là. Je vous remercie également pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges, c'est toujours un plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux et de continuer à me suivre avec autant d'enthousiasme, c'est hyper cool. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.